Ah, bonsoir. Bonsoir. Bon- Bonsoir. Ah, quand même. Amrouche, Borgi, Salam, vous êtes le premier. Bravo. Mohamed est le second. Ah oui, toujours premier. Bravo. Bon, alors on attend un peu de monde. Ken Ziafa, elle aime la vidéo. Ah ben c'est super. Johnny Dupont, bonsoir. Abou Naoufel, bonsoir. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à poster leurs commentaires? C'est ce qu'on m'a dit parce que j'ai dû changer de système de vidéo. Donc je suis sur un autre serveur, mais par contre, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne peuvent pas placer leurs commentaires. Alors si c'est le cas, envoyez-moi, bonsoir Hassana, envoyez-moi je sais pas, un truc, sur message privé peut-être. Pas aujourd'hui, je le verrai pas tout de suite, mais plus tard, parce que alors là, il y a des commentaires qui passent là et des commentaires qui passent en dessous. Alors, je suis un petit peu perdu. Bon, est-ce que vous entendez bien? Bon, bah, je crois que tout le monde est content. Oui, 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 oui. Bon, bah, il y a pas de protestation sur le son. Jazz, bonjour, Bachir Labak. Oh, merci, c'est gentil. Bachir Labak, c'est gentil. Bon, donc, on va attendre quelques secondes. Donc ce soir, je voulais parler de la Palestine. Bon, euh, Joël, merci. Le son est très correct. Merci Kenz, merci Yafa. Quel est le sujet, Monsieur Cohen? Alors le sujet, c'est la Palestine. Enfin, il y a eu quelques événements récents, très intéressants, et donc je pense que ça sera bien. Je vous demanderai comment dire, de garder vos commentaires sur le sujet, comme ça on essaiera de. Euh, bonsoir Maya, voilà. J'ai bonne mine, merci. Bah oui, ça va, hein. La vie est belle, voilà. Euh, ah oui, Asfari, il m'a posé souvent cette question. Comment voyez-vous l'avenir d'Israël? Donc je vais essayer de traiter le sujet en même temps que la Palestine. D'accord? Voilà, je vais essayer de m'en souvenir parce que c'est très intéressant. C'est pourquoi la révolution au Maroc me demande euh, Ben Ammar. Ben, euh, ben, je sais pas. Ça dépend du peuple. Voilà. C'est compliqué la situation au Maroc pour la révolution, c'est compliqué. Alors là, vraiment, c'est curieux parce qu'il y a deux types de. Bon, il y a deux types de commentaires. Il y en a à droite là, et il y en a en dessous. Voilà. Donc, il y a un Som Fatah qui m'envoie un truc en arabe. Je crois que c'est Salam Aleik. Voilà. Oui, j'arrive à lire quand même. Vous voyez, hein? Donc, qui gère les affaires du Maroc? Bah, vous savez qui c'est? C'est Sidna. Bon, alors je vais attaquer avec la Palestine, si vous voulez bien.
Donc, il y a une nouvelle qui m'a fait très plaisir. Je pense que vous serez très heureux de l'apprendre, enfin que vous partagerez mon enthousiasme. On verra. La solution à deux États, c'est fini. Voilà. Donc, Netanyahou est allé voir Trump et ils sont tombés d'accord sur le fait que finalement, la solution à deux États n'est pas vraiment indispensable, qu'on peut vraiment chercher autre chose. Après tout, si les deux parties sont d'accord, pourquoi leur imposer une solution qui, après 25 ans d'accord d'Oslo, n'a abouti à rien? C'est logique quand même, hein? Bon, moi, ça fait des années que je dis la solution à deux États, c'est de la rigolade, c'est de l'arnaque. Et maintenant, enfin, on arrive à dire, voilà, bon, là, la réalité est là. Je veux dire, ça commence. On dit enfin, de façon presque officielle, que la solution à deux États, voilà. Après tout, ce n'est pas la seule. Voilà. Ça veut dire on peut vraiment trouver autre chose. Ça sent la guerre, mais la guerre ne s'est jamais arrêtée quand même. Et pour appuyer ces dires, il y a, comment il s'appelle, le gouvernement australien, là où va se rendre Netanyahou cette semaine, il se rend en Australie. Le gouvernement australien a dit, ben finalement, c'est vrai que la solution à deux États, c'est pas indispensable. Alors, on peut trouver autre chose. On laisse les parties s'arranger. Et comme Israël et la Palestine sont à peu près deux pays de force égale, n'est-ce pas? Eh bien, ils peuvent s'entendre. Voilà, ils vont se partager équitablement la Palestine. 50% pour les Juifs et 50% pour les Palestiniens. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? C'est ce qui va arriver. Ou alors le gros mange le petit. Voilà. Alors, en fait, pourquoi? Bon, je rigole un peu, mais bon, mais c'est triste, mais enfin bon. Le problème, c'est que les Palestiniens, ça fait 25 ans des accords d'Oslo qui font semblant de croire à un État palestinien. Or, depuis le début, franchement, enfin, quand on voit les accords d'Oslo, c'est pas depuis le début. Les accords d'Oslo, c'est quoi? Les accords d'Oslo, Arafat a donné 60% de la Cisjordanie, enfin, de ce qui restait de la Cisjordanie, il l'a donné à Israël. C'est-à-dire, 60% de la Cisjordanie, c'est la zone C. Ça veut dire sous contrôle total d'Israël. Voilà. Souveraineté totale. C'est dans les accords d'Oslo. Et 30%, c'est souveraineté partagée. Bon, quand la Palestine partage quelque chose avec Israël, on peut voir de quel côté la balance va pencher, n'est-ce pas? Bon. Et 10%, autorité palestinienne. Mais, ces 10% de l'autorité palestinienne, l'armée israélienne peut pénétrer. L'armée israélienne pénètre dans les zones sous souveraineté palestinienne. Il n'y a aucune raison de se gêner, hein, puisqu'il y a des terroristes qui s'y cachent. Et donc, on n'a pas l'air d'accord ni sur les forces égales. Bon, et donc il pénètre à Jenin, il pénètre à Naplouse, il pénètre à Hébron, sans aucun souci. Et d'ailleurs, les forces de sécurité palestiniennes les aident, les protègent. C'est peut-être ça le sens de l'hospitalité arabe, n'est-ce pas? C'est-à-dire accueillir les tzahal, accueillir les soldats israéliens qui ont besoin peut-être de boire ou de manger. Voilà. Et donc, dans les accords d'Oslo, il y avait le ver était dans le fruit, comme on dit, c'est-à-dire Israël a tout pris et la Palestine n'a rien obtenu. Ça veut dire il n'y a rien sur l'indépendance de la Palestine, il n'y a rien sur les frontières, il n'y a rien sur la capitale, sur Jérusalem, et Israël était resté vague.
Voilà, on va négocier. Voilà. Sauf que ça fait 25 ans qu'on négocie. Alors, des fois, il y a des négociations directes, des fois indirectes, des fois, on fait la tête, on ne négocie pas pendant 2 ou 3 ans. Enfin, toujours est-il que ces 25 ans comment dire, de négociation n'ont pas été perdus pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les Israéliens ont fait passer le nombre des colons en Cisjordanie de 150 000 à presque 700 000 aujourd'hui. Donc, tout n'est pas perdu pour tout le monde. Voilà, les Israéliens, ils savent utiliser leur temps. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces 700 000? Voilà. Et donc, en fait, le problème, c'est que s'il n'y a pas de 2 États, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, et là, les Israéliens, enfin, je veux dire, le problème devient un peu ardu. Parce qu'il y a bien ces 2 millions d'Arabes. On ne peut pas les chasser quand même. Enfin, une fois, j'avais entendu un rabbin dire « Ah, si Dieu pouvait les faire disparaître ». Voilà, d'un coup, d'un seul. Évidemment, ça, ce serait trop beau. Hein. Mais peut-être que Dieu n'est pas à l'écoute du peuple élu. Alors, donc, voilà, ils sont là et malgré toute leur bonne volonté, la bonne volonté des Palestiniens et les sans égal, ils sont là et ils veulent quelque chose. Bon. Et s'ils pouvaient se contenter d'un petit Bantoustan, mais je crois que même ça, les Israéliens ne sont pas prêts à le donner. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que les Palestiniens, aujourd'hui, enfin, telle que l'évolution de la société palestinienne, les forces en présence, les partis dominants en Israël sont contre toute espèce d'accorder quelque chose qui ressemblerait même à un État. Alors, Avigdor Lieberman a une solution qui est très intéressante, enfin, je vais vous la dire. Avigdor Lieberman est comment dire, est un pragmatique, c'est-à-dire, c'est un occupant pragmatique. Lui, il dit voilà, on va donner une espèce d'État aux Palestiniens, dans lequel on enlèvera toute la partie de Cisjordanie où il y a des Juifs, ça veut dire à peu près 70%, donc il reste 30%, et à ces 30%, on va ajouter, ouais, comme des Indiens, oui, on va ajouter les villes arabes israéliennes. Donc comme ça, on se débarrasse des Arabes israéliens. C'est une bonne idée, non? Et bon, évidemment, on construira un mur, enfin il y a déjà le mur, autour de ces Arabes pour les enfermer. Mais quel statut leur donner? Voilà. En fait, c'est ça le drame. Quel statut leur donner? Bon. Aujourd'hui, il y a une espèce de fiction d'un État, enfin, comment dire, d'un État palestinien. C'est vraiment une fiction. C'est-à-dire, il y a un président, il y a un parlement, il y a un premier ministre, il y a des ministres avec des cabinets. Vous savez qu'il y a presque 110 ambassades palestiniennes dans le monde, plus qu'Israël. C'est extraordinaire. Et ça, c'est l'Europe qui paye. Bon, tout ça pour entretenir cette illusion qu'il y a un État, qu'il peut y avoir, enfin, qu'il y a quelque chose, voilà, sur laquelle on construit. Mais en fait, comment dire, les Israéliens sont piégés. C'est ça le truc. Parce que d'un côté, ils voudraient faire même base sur la Cisjordanie, enfin, même base, c'est-à-dire totalement, voilà. Et quand je dis que Netanyahou est un modéré, et les gens n'y croient pas, je leur dis, attendez de voir Naftali Bennett ou Avigdor Lieberman. Eux, ils veulent déjà annexer les grandes villes, etc. Bon. Et donc, finalement, les Israéliens sont pris au piège. Parce que d'un côté, ils se rendent compte, et ça beaucoup d'Israéliens lucides le disent, ils se rendent compte qu'en gardant ces 2 millions d'Arabes, il y a le verre est dans le fruit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait? Des prisonniers, des sous-hommes, des gens apatrides. Mouchkil. Bon. Et donc, mais en fait, la tendance en Israël, c'est de ne rien lâcher de la terre sacrée
de Palestine, enfin d'Israël. Je ne sais pas si vous avez, si quelques-uns d'entre vous connaissent la... Oui, je sais qu'il doit y avoir un problème de commentaires parce que ça fait un moment que c'est bloqué et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, d'internautes qui essayent de taper leurs commentaires et ils n'y arrivent pas. Je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un connaît la solution à ça, parce que ça fait maintenant presque 3 ou 4 minutes que je ne vois aucun commentaire nouveau. Donc, il y a un blocage quelque part. Il faudrait que je regarde ça avec un spécialiste. Vous savez que bon, les sionistes sont très intelligents, cyniquement intelligents. Ils ont le génie du mal, mais ils savent y faire. Voilà, ils ne viennent pas comme avec leur tank, ils prennent tout et ils disent on a tout pris. Ils font ça petit à petit, ils grignotent, voilà. Jusqu'à ce que la situation, ce qu'on appelle la politique des faits accomplis. Mais leur soif de cette terre, leur désir de cette terre, c'est quasiment hystérique aujourd'hui. Vous savez, les Israéliens ont inventé cette dichotomie, ça veut dire ils disent il y a des colonies légales et des colonies illégales. C'est magnifique quand même. Alors les colonies légales, on leur apporte l'électricité, ils sont aidés, etc. Il y a quand même, en passant, il y a quand même 3 villes qui ont plus de 30 000 habitants chacune sur le territoire de Cisjordanie. Ma'ale Adumim, Ariel et une autre, j'ai oublié. Sans compter les villes qui sont à l'est de Jérusalem, il y a déjà 200 000 colons. Donc pour eux, ça fait partie d'Israël. Ils disent toujours, s'il y a un accord, ça fait partie ça fera partie de notre Israël. Mais il y a des colonies illégales. Ça veut dire il y a des jeunes qui vont sur une colline et ils construisent des baraques. Et là, le gouvernement est coincé. Ça veut dire il n'ose pas toujours. Le gouvernement sioniste, l'entité sioniste, si vous voulez, ne veut pas braquer la communauté internationale de façon claire, franche. Donc, il grignote, et la communauté internationale, chaque fois qu'il y a 1000 logements, 2000 logements, il dit c'est pas bien, c'est un obstacle à la paix, mais ça continue. Et là, il y a eu cette affaire d'Amona, une soi-disant colonie illégale, c'est-à-dire quelques baraques sur une colline, qui étaient sur un terrain privé palestinien. La Cour suprême a jugé illégale cette situation et a ordonné qu'on rende ce terrain aux Palestiniens. Alors, je vais vous dire, quand un tribunal israélien juge sur la Palestine, par exemple, ils veulent détruire une maison. Ça prend, vous savez, on donne 30 minutes aux Palestiniens pour sortir ce qu'ils ont de plus précieux. Et après, le bulldozer est là, il fonce. Et si vous êtes à l'intérieur, ben, tant pis pour vous. À Mona, la Cour suprême a décidé que c'était illégal et qu'il fallait la rendre. Il y a 20 ans. D'accord? Ça fait 20 ans qu'ils discutent. Et patati et patata. Et est venu le temps où il y a quelques semaines, il a fallu déloger les habitants. Ça a été un drame national en Israël. Ils ont 700 000 colons. Ils veulent déplacer 40 familles. Et ça, c'est un drame national. C'est-à-dire, les sionistes se disent comment on a rendu un bout de terre de notre Israël historique, de la terre que Dieu nous a donnée. Enfin, c'est vraiment un drame. Alors, imaginez un petit bout de terre avec 30-40 logements. Qu'est-ce qui va se passer avec le reste? Le drame, c'est que les Palestiniens jouent ce jeu-là. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, ils font semblant et croient que ils font semblant de croire qu'ils vont avoir un État. Ils exigent même le retour aux frontières de juin 67 et l'est de Jérusalem.
Enfin, ils ont de l'humour, non? Enfin, je veux dire, c'est de l'humour involontaire. Ils croient que c'est possible. Enfin bon. Pourquoi? Parce que ils sont graissés. Voilà. C'est les gars de l'autorité palestinienne, ça veut dire les quelques milliers qui sont à la tête, ce que j'appelle moi la nomenclatura palestinienne, et ils reçoivent des centaines de millions de dollars, juste pour qu'ils ferment leur gueule et qu'ils jouent le jeu d'Israël, ça veut dire de la négociation. De la négociation qui ne mène à rien, qui ne mène qu'à laisser Israël mettre la main sur toute la Cisjordanie. Et donc, je reviens à la question qui est comment je vois l'avenir d'Israël. Et ça, c'est intéressant. De monsieur, enfin, j'ai oublié son nom, ben, je le vois plus. Bon. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, il y a un dilemme. Parce que Israël se veut un État juif. Voilà. Ethniquement pur. Pourquoi ils ont fait le nettoyage ethnique de 48? Parce qu'ils ont chassé 95% des Palestiniens, enfin je veux dire des gens innocents, des femmes, des enfants, ils les poussaient dans des camions et allez vite, au revoir la frontière, ou bien ils leur disaient de prendre la route sous la menace des mitraillettes, enfin c'était l'horreur. Et ils ont rasé tous les villages palestiniens. Et donc ils voulaient un État ethniquement pur. Sauf que en prenant la Cisjordanie, bon, ils sont agrandis, ils ont retrouvé des villes de la Bible, mais ils sont coincés. Que faire avec ces 2 ou 3 millions si on compte la Cisjordanie et Gaza? Et là, l'avenir d'Israël, il est incertain. C'est ça le point. Le point que même, que les Israéliens refusent de voir. En général, les colons, quand on est colonisateur, la mentalité coloniale, regardez par exemple la France en Algérie. Les Français en Algérie n'ont jamais voulu voir la réalité en face. Ça veut dire pour eux, c'était évident qu'on allait rester, puisqu'on est tellement fort et que les bougnoules ne peuvent pas nous faire bouger. Je vais essayer de répondre à la question de Kamel tout à l'heure. Et donc, ils n'ont rien vu venir. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien vu. Et Albert Camus a écrit en 1939. Il leur a dit la situation est intenable, etc. Mais on ne veut pas voir. Voilà, c'est ça le drame. Le drame du colon, c'est qu'il est tellement imbu de sa puissance qu'il ne veut pas voir. Et donc, les Israéliens, aujourd'hui, en plus, non seulement ils sont forts là-bas, mais ils donnent des ordres à l'Amérique, ils donnent des ordres à la France, à l'Europe, à l'ONU. Et donc, ils ont l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils font ce qu'ils veulent en réalité. C'est vrai que c'est pratiquement le seul pays au monde, même les États-Unis ne le font pas, je vous assure, c'est le seul pays au monde qui peut quasiment faire ce qu'il veut, en toute impunité. Voilà. Et seulement, ils savent que, enfin, il y a des choses qui ne se font pas aujourd'hui. C'est-à-dire, peut-être qu'ils doivent regretter, en 67, de ne pas avoir chassé les Palestiniens de Cisjordanie. Ça aurait réglé le problème. Mais voilà, c'était une guerre éclair. En fait, ils ont été surpris, enfin surpris. C'est-à-dire, ça leur est tombé comme ça. Vous savez, en 67, Ben Gurion, qui n'était pas au gouvernement, il leur a dit, après la guerre, il leur a dit, le mieux à faire, c'est de rendre tous les territoires et de garder uniquement Jérusalem. Et de rendre tout. Ça va nous mener dans des trucs très, très problématiques. Mais évidemment, il n'a pas été entendu. Mais un grand auteur, un grand historien israélien, qui avait dit à l'époque, en 67, tous les Israéliens, tous les partis politiques, même de gauche, ont été saisis par une frénésie mystique. Ils ont cru quasiment à l'arrivée du Messie. Parce que Dieu leur a donné le vrai Israël, c'est-à-dire les villes dont on parle dans la Bible. Naplouse, ça veut dire Shrem,
Jenin, je ne sais pas comment il l'appelle. Bon, Hébron, évidemment, là où il y a le tombeau d'Abraham, etc. Donc, au début, ce qui a commencé par une, comment dire, par une blague, enfin, voilà, on est là, on ne sait pas quoi en faire. Et pendant presque 10 ans, il n'y a pas eu de colonisation au sens propre. Et c'est à partir de 78, avec l'arrivée du Likoud, qu'on a commencé à coloniser. Et encore pas encore de manière assez brutale. Et en fait, euh, tout s'est joué en 1994. C'est-à-dire, euh, quand Israël a signé les accords d'Oslo, il y avait à l'époque, comment il s'appelle déjà, celui qui a été assassiné, bon, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, qui était athée, et qui, peut-être qui aurait pu, peut-être, on ne sait pas. Moi, je sais une chose, c'est qu'en 93, lorsqu'il a lancé les accords d'Oslo, il n'avait pas l'intention de créer un État palestinien normal. De laisser, il parlait d'un État minus. Minus en anglais, ça veut dire un État moins. Un État avec le signe moins. Voilà. État minus. Donc un État, mais pas un vrai État. Et en 94, il s'est posé la question suivante. Il y avait des colons qui sont allés occuper, qui sont installés à Hébron pendant la fête de Pâques. Ils ont pris un hôtel, ils ont occupé un hôtel. Et là, la question était cruciale, c'est-à-dire, est-ce que Rabin allait les faire sortir en leur disant non, la solution c'est on va essayer de trouver une solution avec les Palestiniens et leur donner un État, ou en tout cas ce qui peut ressembler à un État. Et là, à ce moment-là, j'interdis toute nouvelle colonisation et je fais revenir ces colons rebelles, ou alors je laisse faire. Et il a laissé faire. Et c'est en fait, et malgré, pourquoi? Parce que il était athée, il était de gauche, tout ce que vous voulez, mais il était, comment dire, dans l'ADN du sionisme, il y a le côté juif, c'est-à-dire le côté de la race, le côté, c'est la réalisation du rêve sioniste, du rêve biblique. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit une fois dans Facebook cette phrase qui est très drôle. Euh, euh, les sionistes croient à une terre que Dieu leur a, enfin, les sionistes athées croient que Dieu leur a donné une terre, comment, enfin bon, j'ai oublié, c'est-à-dire que il y a un Dieu auquel ils ne croient pas, mais qui leur a donné une terre et donc ils y croient. Voilà, enfin bon, c'est un peu, j'ai oublié la formule exacte. Il y a beaucoup d'Israéliens, parmi les plus lucides, des officiers supérieurs, des anciens chefs du renseignement, des politiciens. Par exemple, il y a un type qui s'appelle Ben Simon. Bon, Ben Simon, c'est un juif d'origine marocaine. Et c'est un journaliste à Haaretz. Il a été député du Parti travailliste. Il a à peu près maintenant, il a dépassé la soixantaine. Donc c'est quelqu'un qui est vachement lucide. Et des fois, il passe dans les radios juives de Paris. Et ce type-là, il est, comment dire, quand il parle de la situation actuelle, c'est un sioniste dans l'âme. Sioniste, ça veut dire quoi? Là, une fois, je vous ai dit, un sioniste, qu'il soit de gauche ou de droite, c'est quelqu'un qui croit dans un État juif. Voilà. Il veut la réalisation d'un État juif, c'est-à-dire d'un État purement ethnique. Voilà. Où s'il y a une petite minorité arabe, bon, mais on essaye de la contenir ou de la décourager. Vous savez qu'il y a par exemple beaucoup d'étudiants arabes qui quittent parce qu'ils font des études universitaires et ils se rendent compte que leur place n'est pas en Israël. On leur fait, vous savez, les sionistes sont très malins. Ils leur mettent des bâtons dans les roues, etc. Donc, alors le gars se dit bon, je vais m'exiler, voilà. Et donc, bon, mais en même temps, il y a quand même cette minorité. Donc, ils veulent un État juif. Et Ben Simon, il est, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un quand même qui est dans les hautes sphères de la politique, etc. Pour lui, c'est dramatique pour lui la situation actuelle.
parce qu'il sait qu'on s'enfonce dans un truc sans retour, c'est-à-dire dans une occupation sans retour. Et donc, Israël est coincé. Israël aujourd'hui, les Israéliens se croient très forts, très malins, etc. Mais il y a d'abord, on ne sait jamais ce qui peut se passer autour des pays, dans les pays arabes autour. Les peuples arabes, malgré tout, malgré leurs soi-disant dirigeants corrompus et pourris, les peuples ils ont la corde sensible. Aujourd'hui, ils courbent les chines. Ok, mais demain, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans, etc. L'Europe, vous savez, en Allemagne par exemple, il y a un dirigeant de l'AfD, l'AfD c'est le parti entre guillemets populiste, qui a fait une sortie il y a quelques jours, mais vraiment fracassante. Il a dit, il y en a marre de la Shoah, il y en a marre de parler tout le temps de repentance, ça suffit, c'est passé il y a 70 ans, ce mémorial qu'on a construit à Berlin, c'est vraiment une soumission intolérable. Bon, voilà. Bon, évidemment, on l'a prié de quitter l'AfD. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que il exprime une opinion de plus en plus répandue en Allemagne. Il y a à peu près 50% des Allemands, écoutez bien, 50% des Allemands qui en ont marre qu'on leur parle de leur passé, qui en ont jusque-là. Bon. Mais, bon, il arrive encore à... Il y a Merkel, etc. Mais combien de temps ça va tenir tout ça? Même en France. Bon, aujourd'hui, avec Valls, Hollande, Sarkozy, etc. Mais ça bouge en Europe. Vous savez, l'opinion publique, la nouvelle opinion publique, les jeunes d'aujourd'hui, c'est ceux qui vont à l'université, etc. Ils n'en ont rien à foutre. Pour eux, Israël est un pays de colons. Voilà. Et vous savez, quand l'Union européenne fait des sondages et dit je n'ai pas très bien compris la question de Tarek. Pensez-vous que la solution d'un État palestinien sur mesure en dehors des frontières de 67 arranger l'installation? Ah oui, non, non, enfin, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Enfin, je vais revenir vers vous parce que c'est très intéressant la question. Et donc, en fait, l'Europe est en train de... Enfin, le courant est en train de changer. Vous savez, en histoire, dans l'histoire de l'humanité, les changements, ça met du temps. On ne change pas du jour au lendemain. Mais le changement est là. Et il s'installe dans les esprits, etc. Et là, Tarek Laïch me rappelle, il ne le dit pas, mais, enfin, peut-être qu'il le pense, je ne sais pas. Mais il y a une solution dont les sionistes rêvent. C'est qu'ils disent, mais vous savez, la Palestine, il y a déjà un État palestinien. Ah ben il est en Jordanie. Puisque 80% des Jordaniens sont palestiniens. Et donc, on n'a qu'à construire une Palestine là-bas, enfin un État palestinien. C'est une solution aussi qui caresse. Mais bon, je crois que tout ça, c'est... En fait, le problème d'Israël, c'est cette minorité qui est là et dont ils ne savent pas comment se débarrasser. Vous savez, moi, ce qui me fait mal au cœur, ce qui m'attriste le plus, c'est que je sais que les Palestiniens, l'autorité palestinienne, ont une arme extraordinaire entre leurs mains. Ils le savent, mais ils ont la trouille de l'utiliser. Et c'est ça qui est dramatique. Cette arme, c'est de dénoncer les accords d'Oslo et dire, bon, il n'y a plus d'autorité palestinienne, prenez tout. Ils disent aux Israéliens, prenez tout, occupez tout, assurez vous-même la sécurité, arrêtez qui vous voulez, redevenez l'occupant. Voilà. Et ça, c'est la trouille d'Israël,
c'est la trouille de l'Amérique, c'est la trouille de l'Europe. C'est leur plus grande trouille. Pourquoi? Parce que le monde entier va être confronté à un vrai occupant, une vraie occupation, parce qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement palestinien, avec un président, comme un parlement, etc. Mais si c'est les tanks israéliens qui rentrent et qui assurent l'ordre, mais la situation deviendrait intenable pour Israël. Ça veut dire dans les mois qui suivent, les États européens, enfin, reprend quasiment les relations commerciales puis les relations diplomatiques, ça sera intenable. Maintenant, vous pouvez me demander, mais pourquoi l'autorité palestinienne ne le fait pas? Alors, à mon avis, il y a trois raisons qui ne s'excluent pas et qui peuvent jouer ensemble ou séparément. La première, et qui est la plus classique, c'est qu'il y a à peu près 5 à 10 000 personnes qui vivent bien en Palestine, c'est-à-dire qui sont pourris de fric. On leur donne des salaires de 5 à 20 000 dollars par mois. Bon. Et on leur permet, vous savez, on dit les Palestiniens, ils passent par les checkpoints, sauf cette nomenclatura. Cette nomenclatura, elle a des passages spéciaux. Ils arrivent, on les salue, ils montrent leur carte délivrée par l'occupant sioniste et ils passent. Ils passent, ils vont à l'aéroport, ils vont en Jordanie normalement, leurs enfants étudient à l'étranger, quand ils reviennent, ils n'ont aucun problème de visa, parce que un Palestinien normal, entre guillemets, du peuple, lorsqu'il va étudier, mettons, il a une bourse à Bucarest ou à Moscou, etc. Bon, il va étudier. Quand il revient, les Israéliens peuvent lui dire « Oula, vous êtes resté absent 4 ans, ah ben votre statut de citoyen de Palestine en Cisjordanie n'est plus valable. Ah bon? Non, non, vous n'êtes plus accepté. » C'est terrible, enfin je veux dire, de se voir comme ça, refoulé de sa propre terre, de sa propre maison. Et il y a l'occupant sioniste instaure un sentiment d'insécurité terrible. Mais pour cette nomenclatura, ils ont tout. Vous savez, j'ai assisté, par exemple, il y a 1 an ou 2, à un cadre de cette nomenclatura qui est venu faire une conférence à Sciences Po. C'est hallucinant. Ce type, il a une bourse, il vient étudier, enfin, c'est un mec de 40 ans, enfin, bon, il a un cadre. Et évidemment, il nous fait sa petite chanson sur nous n'abandonnerons jamais nos droits. Enfin, c'est une comédie. Il joue la comédie. Voilà. Donc, il y a quelques milliers de Palestiniens qui sont achetés. Bon, ça, vous savez, c'est classique dans le monde. Hein. La deuxième raison, pourquoi l'autorité palestinienne n'ose pas, enfin en tout cas les dirigeants palestiniens n'osent pas recourir à cette solution radicale, qui mettrait Israël devant ses responsabilités et mettrait Israël devant d'énormes difficultés, c'est que les dirigeants palestiniens, ils savent qu'Israël a des dossiers sur eux. Des dossiers d'ordre sexuel, d'ordre économique ou financier, toutes sortes de dossiers. Voilà. Et je vais vous donner un exemple. Mahmoud Abbas a écrit une thèse de doctorat dans les années 70 que les Israéliens considèrent comme une thèse négationniste. Bon, moi je ne peux pas juger, mais bon, il a dû dire une ou deux phrases sur la Shoah. Enfin bon, peut-être, je ne sais pas. Et les médias sionistes, ils disent de temps en temps, tous les 3 mois, comme un rappel à l'ordre, ils disent Mahmoud Abbas a écrit une thèse négationniste. Et ça s'arrête là. Bon. Maintenant, imaginez que Mahmoud Abbas déclare l'autorité palestinienne. Bon, peut-être, enfin, je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à Dina Hafidh. Non, imaginez le jour où Mahmoud Abbas fait quelque chose qui ne plaît pas
à ses maîtres sionistes et ses maîtres européens et américains. Par exemple, déclarer la fin des accords d'Oslo. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire. Euh, les médias, les médias judéo-sionistes et leurs complices dans le monde entier lanceront une campagne extraordinaire. Vous savez de quoi ils sont capables. En France, en Amérique, en Europe, partout. Mahmoud Abbas a écrit une thèse négationniste. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la Shoah, oh, quelle catastrophe. Dans les 48 heures qui suivent, Mahmoud Abbas est un homme mort, politiquement parlant, juridiquement parlant. C'est-à-dire, il devient la bête noire du monde entier. Et il est infréquentable. Comment? Un négationniste? Enfin, mais quelle horreur! Peut-être qu'on ira voir la Cour pénale internationale et dire ce type-là, il est négationniste, il faut l'arrêter, etc. Donc Mahmoud Abbas, il a les chocottes. Il sait que les Israéliens, ils ont cette arme. Je sais parce que de temps en temps, les médias sionistes le sortent. Eh oui, Mohamed Boulaïchiour, est-ce que c'est vrai que Yasser Arafat a vendu le match? Oui, oui, malheureusement. Et je crois, peut-être je finirai avec je reviendrai sur Yasser Arafat et qui a vendu le match. Donc, tous les mecs de l'autorité palestinienne, la plupart, Israël a des dossiers sur eux. Vous savez, c'est très facile vous savez, il y a, au Maroc, par exemple, quand on voulait, dans les années 60, 70, il y a quelqu'un qui avait écrit un livre, mais j'ai oublié le titre, malheureusement. On prenait un dirigeant syndicaliste, socialiste, quelque chose, on lui faisait rencontrer une femme, ou un garçon, une fille, selon ses goûts, d'accord, dans un hôtel, avec un miroir, ce qu'on appelle un miroir sans teint. Et puis on filme, et puis on va le voir, et on lui dit, bon, voilà, il faut marcher droit, quoi, voilà. Et donc, il y a certainement, pratiquement, tous les chefs, Saïd Barakat, etc., il y a des dossiers sur eux aux mains du Mossad ou aux mains du Shin Bet. Bon. La troisième raison qui empêche les Palestiniens de dire quoi que ce soit, enfin de s'exprimer, ou manque de courage, le Hamas est le seul qui tient bon, et c'est la menace. Et ça, vous savez, enfin vous connaissez les méthodes, enfin vous avez une idée des méthodes des sionistes. Ah, comment elle s'appelle, Houda? Eh oui, ça serait très beau. C'est bien l'idéal. Vivre en paix tous ensemble. Mais oui, mais le monde n'est pas fait comme ça. Et c'est la terreur. C'est-à-dire, ils vont voir Saïd Barakat, par exemple, je ne sais pas, voilà. Et ils vont lui dire, voilà, vous avez un fils qui habite à Washington avec 2 enfants, vous savez, on connaît leur adresse, ils vont à telle école, vous savez, un accident est si vite arrivé, etc. Enfin, ils peuvent utiliser, vous savez, comment ça se fait? Posez-vous la question. Pourquoi Mahmoud Abbas il dispose de des avions privés qui l'emmènent à Washington, etc. Il dispose de centaines de millions, et ça est Barakat, etc. Mais il suffit, mais Israël, il peut arrêter tout cela comme ça. Et il ne le fait pas parce que ça l'arrange, voilà. Et donc, en fait, mais le problème, c'est que plus Israël est puissant, et plus il ne veut pas de solution. Et là, je reviens à cette question de, comment elle s'appelle? Oui, bon, oui, Yasser Arafat a vendu le match. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Vous savez, les hommes politiques, ils ont une logique différente du commun des mortels. Voilà. Moi, vous, on vit selon les préceptes classiques des règles humanitaires, cordiales, etc.
un homme politique, et, et Yasser Arafat a eu une carrière politique extraordinaire, il rêve, son obsession, c'est la place qu'il va laisser dans l'histoire. Or, Yasser Arafat a connu une apogée extraordinaire jusqu'en 82, lorsqu'il a été obligé de quitter le Liban. Il est allé se réfugier en Tunisie. Et il y a eu la première intifada de 86 à 89, 90. Et Yasser Arafat n'y était pour rien. Il était totalement isolé. Vous savez, quelqu'un qui allait à l'ONU, qui brandissait le revolver, etc., qui était reçu dans les capitales, et tout d'un coup, il n'était rien. Et les Palestiniens, les jeunes qui se soulevaient en Cisjordanie à Gaza, ils ne se réclamaient pas de Yasser Arafat. Et pour eux, c'était quelqu'un de totalement disparu. Il n'était pas là pour mener la guerre. Qui menait le combat? Barghouti et d'autres. Bon. Et l'intelligence de Rabin, et c'est encore une fois l'intelligence cynique des sionistes. Je me souviens qu'un ambassadeur israélien qui s'appelle Yehuda Lampri, qui était ambassadeur d'Israël en France, qui est d'origine marocaine, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il avait dit ceci: Rabin a eu, le génie, au lieu de négocier avec Barghouti, parce qu'il voulait négocier. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'image d'Israël à l'époque était désastreuse, était catastrophique. Imaginez un pays, mais d'une violence inouïe contre le peuple palestinien, etc. Et donc Rabin, il a eu cette idée géniale, il a dit, voilà, on va faire une espèce d'accord, mais on va le faire avec Arafat. Et il a dit cette phrase: on va sortir Arafat de son trou, et il va faire ce qu'on lui dira de faire. Et Arafat était tellement heureux de revenir sous les projecteurs. Il allait enfin rejouer un rôle dans l'histoire. Il a tout accepté. Il a accepté de céder 60% de la Cisjordanie à Israël, sous souveraineté israélienne totale. Il n'a rien réclamé pour Jérusalem, pour l'indépendance, aucun échéancier, rien. Juste, il voulait revenir sous les projecteurs. Voilà, malheureusement, la réalité est là. Et tout le drame de la Palestine s'est joué là. Voilà. Et voilà, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, voilà, en fait, moi, je pense à un moment donné, Israël sera, je ne sais pas comment ça viendra, mais ça viendra dans la violence, ça c'est sûr. Hein. C'est-à-dire que ça sera pas une partie de plaisir, contrairement à ce qu'a dit une correspondante tout à l'heure. Malheureusement, tout le monde ne peut pas. Alors, Houdin, elle me dit, si c'est à moi, je fais tout le monde. Oui, si vous voulez traduire en arabe, il n'y a pas de, au contraire, c'est très bien, parce que j'aimerais que mon discours soit répercuté dans les zones où c'est important pour eux. Et, quelque part, et Israël ne peut pas, j'ai déjà expliqué pourquoi Israël ne peut pas faire la paix, pour des raisons internes, et pour des raisons internes à cause des tensions internes, et pour des raisons externes, c'est-à-dire qu'Israël n'a pas encore réalisé tous ses objectifs. Israël rêve d'annexer la rive orientale du Jourdain. Et un jour ou l'autre, c'est son rêve, il faut qu'il le fasse. Bon. Donc il attend le moment favorable. Peut-être prendre un bout de Syrie. Il a échoué à prendre un bout de Liban. Mais Israël ne peut pas accepter, c'est ça l'idée, c'est qu'Israël ne peut pas accepter de vivre en paix, c'est-à-dire dans une espèce de relation pacifique avec ses voisins, c'est-à-dire comme en Europe, la France, l'Allemagne, etc. C'est contraire à l'idéologie sioniste. L'idéologie sioniste est une idéologie de conquête, de domination, de force, d'utilisation de la force.
Que va faire cette armée, Tsahal, que va faire cette armée israélienne s'il y a la paix? Elle va perdre de sa raison d'être. Et les Juifs et les Arabes israéliens vont se mélanger. Enfin, c'est l'horreur pour la paix, pour les sionistes. Et donc, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique. Et leur logique, c'est toujours de dominer, de s'étendre, mais la force, à un moment donné, elle ne peut pas tout régler. Vous savez, il y a une phrase très célèbre qui a été citée dans la Révolution française, je ne sais pas par qui avait dit « on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus ». Le sens de cette phrase, c'est quoi? C'est que la force, elle est très importante pour réaliser des choses, etc. Mais ce n'est pas pour l'éternité. Et tous les empires l'ont payé, et l'empire sioniste le paiera aussi d'une façon ou d'une autre. Donc, sur ce, alors, oui, bien sûr, dites-le moi et je le fais pour vous. Eh bien, c'est très bien, mais Houda, si vous pouvez traduire cette vidéo, mais ça serait extraordinaire. Oui. Je vous remercie beaucoup. Oui, je ne sais pas comment, est-ce que vous voulez que je vous envoie le lien? Vous avez le lien, je ne sais pas. De toute façon, il y a quelqu'un qui va m'aider à mettre le lien de cette vidéo sur YouTube. Et Houda Karko, envoyez-moi un message en MP, comme ça, on reste en contact et voilà pour la vidéo. Je pense avoir fait le tour de la question. Enfin bon, de toute façon, cette question n'est jamais finie. Hein. Mais je voulais faire le point parce que c'est, encore une fois, voilà, ce qu'on a vécu pendant 25 ans, la fiction, ce que j'ai toujours dit, c'est ça qui est terrible. Enfin, d'autres, hein, c'est que c'est, comment dire, c'est une arnaque, c'est une illusion. On a vécu pendant 25 ans sur l'illusion d'un État palestinien. Et aujourd'hui, ça devient enfin évident et clair. Voilà. Et si les régimes arabes et si l'autorité palestinienne ne le comprennent pas, ben c'est triste. C'est qu'on est arrivé à un niveau de faiblesse et de soumission et de lâcheté. Mais vous savez, il ne faut jamais perdre espoir. On traverse un mauvais moment, mais vous savez, l'espoir reviendra, la justice triomphera, etc. Alors, Dina Jafida me demande quel sera le prochain sujet. Vous savez, moi, je ne fais... c'est pas moi qui choisis, vous le savez. Donc, j'attends vos suggestions, vos desiderata. Donc, vous m'envoyez des messages, vous me dites, voilà, parlez-nous de ceci, parlez-nous de cela, etc. Moi, j'aime bien que ce soit un dialogue. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Enfin, je vous tiendrai au courant sur notre prochain direct. Et je vous remercie beaucoup pour vos messages de soutien et votre sympathie. Et je vous souhaite un grand bonsoir. Et à la prochaine. Et vive la Palestine libre.